Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Conseil des sages de la laïcité? Ça fait un peu théorie du complot ou épisode de Star Wars, non? Et pourtant, il existe bien depuis décembre 2017. Il a été créé par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Mais là où ça devient flou, c'est que les réunions ont débuté avant même que sa composition ne soit officiellement annoncée. Ses membres se réunissent tous les 15 jours pour évoquer des questions directement liées à l'école et donc aux millions d'élèves qui en dépendent. Alors c'est quoi ce Conseil des sages de la laïcité? Et surtout, pourquoi il pose problème? J'aimerais bien pouvoir dire ce que c'est que le Conseil des sages, mais je pense que pas plus que la plupart des citoyens, et notamment parmi les premiers concernés, les profs, les élèves, les parents d'élèves, on arrive à comprendre ce que c'est. Mais le ministre a souhaité mettre en place ce fameux Conseil des sages de la laïcité. En résumé, c'est une instance où siègent 13 membres. On ne sait pas s'ils sont bénévoles ou non. Ils ont été décrits comme des experts issus de tous les horizons chargés de préciser la position de l'institution scolaire en matière de laïcité et de faits religieux. Alors la première interrogation, c'est pourquoi créer un nouveau conseil alors qu'il existe déjà l'Observatoire de la laïcité fondé en 2007. Ça fait un petit peu double emploi avec ce que l'Observatoire de la laïcité pouvait faire, surtout que l'Observatoire lui-même était déjà très actif sur les questions d'éducation nationale et de la laïcité à l'école, qui est quand même un cheval de bataille de la République. Ce qui nous amène à notre seconde question, quel est le statut de cette instance et quelle valeur juridique auront ces décisions? Et ça, Jean-Michel Blanquer ne l'a pas éclairci. Est-ce une juridiction? Qu'est-ce que c'est au fond ce Conseil des sages? Il a pour objet de produire des avis, mais en même temps on sollicite des experts, mais en même temps c'est une forme d'institution qui écouterait les derniers recours. Donc on comprend pas très bien en réalité quel est le statut de cet observatoire. Troisième point de crispation, celui qui suscite le plus de critiques, ses membres. Ils et elles sont sociologues, philosophes, universitaires, mais certains ont une vision très offensive de la laïcité. Alors, ça a été écrit des gens qui sont pour une laïcité stricte. Non, ce sont des gens qui sont pour une réorientation de la laïcité vers autre chose que ce qu'elle est. C'est-à-dire quelque chose qui ne fait plus de la liberté de conscience l'axe numéro 1 de la laïcité, mais qui fait une sorte d'athéisme militant, anti-religieux, et notamment à l'égard des musulmans, une priorité. Autre problème, les experts ne connaissent pas le terrain. En fait, c'est composé par des personnes qui ne sont pas du terrain. On doit avoir une inspectrice d'histoire géo dedans, donc des hauts cadres, mais pas de professeurs, pas d'enseignants, pas de représentants, alors même que c'est censé être dans le projet qui avait été annoncé, quelque chose qui va répondre aux besoins des enseignants sur place. Car la laïcité, rappelons-le, c'est d'abord un principe fondamental, la liberté de conscience, ce qui veut dire avoir le droit de choisir sa religion et de la pratiquer. Et l'autre aspect, c'est de donner l'impression que la laïcité est un outil contre les musulmans et contre personne d'autre. Et ça, ce n'est malheureusement pas qu'une impression quand on voit les croisades qui sont menées au nom d'une laïcité qu'on pourrait qualifier comme Jean Bobéro de falsifiée ou de dévoyée pour pointer le comportement soi-disant anti-républicain d'un certain nombre de personnes. Et malheureusement, les réserves émises sur la partialité de ce conseil sont avérées. Mediapart a eu accès au compte-rendu de la 3e réunion du Conseil des sages de la laïcité qui s'est tenue le 5 février. Il a notamment été question de savoir si Latifa Ibn Ziaten, la mère de la première victime de Mohamed Merah à Toulouse en 2012, serait ouverte au retrait de son voile quand elle intervient dans des écoles pour parler de respect et de tolérance. Le passé de Latifa Ibn Ziaten est très inspirant et est nécessaire et doit être entendu par aujourd'hui les élèves de collège et de lycée. Mais ce n'est pas en brimant les signes religieux, ce n'est pas encore une fois en pratiquant une méthode discriminatoire que l'on va réussir à apaiser les tensions autour du sujet. La première question qu'un étudiant va poser, c'est mais vous aviez le voile dans toutes vos interventions, pourquoi vous ne l'avez pas aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas de la discrimination? C'est contraire à la loi de 1905 ainsi qu'à celle de 2004. L'interdiction de port de signes religieux dans les établissements scolaires ne concerne que les élèves et les agents de la fonction publique, donc pas les intervenants extérieurs. Et lorsque le dosage politique rentre dans ce concept de laïcité, ça en fait un concept totalement instrumentalisé et dévoyé. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement se monter contre toute initiative qui aurait pour objet d'amoindrir la laïcité, puisque il faut rester sur la loi de 1905, toute la loi de 1905 et seulement la loi de 1905. Et pour certains, c'est surtout un moyen de se détourner des vrais problèmes que rencontre l'école aujourd'hui. Quand il pleut dans vos salles de classe, quand vous êtes obligé de faire grève pour désamianter un endroit, quand les professeurs ne sont pas remplacés et que des élèves perdent une année pour de maths, de français sur l'ensemble de leur scolarité en collège, parce qu'ils ont eu la malchance de naître à Saint-Denis ou dans certaines banlieues, je m'en tiens aux banlieues à ce que je connais, il y a d'autres endroits où ces égalités se creusent, quand on sait que l'État
donne beaucoup plus pour un lycéen à Paris que dans le 93. Systématiquement dire que c'est le foulard islamique, la jupe islamique, le chouchou islamique, le tatouage islamique qui sont les problèmes prioritaires de l'école de la République, c'est en fait questionner les inégalités structurelles, c'est refuser de les traiter en tant que telles. Alors ce conseil est-il vraiment sage ?